À quoi ressemble le football en Argentine? La passion est-elle si présente que ça? Ce pays est-il aussi malade de foot qu'on le dit? Après une année passée en Argentine, je vous raconte le football argentin au travers de mes meilleures anecdotes. Hey, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez un peu profité du retour de la Bundesliga. La semaine passée, je vous avais dit que la vidéo d'aujourd'hui serait un peu spéciale pour deux raisons. La première, c'est qu'on a atteint les 10 000 abonnés, du coup merci à tous, 10 000 c'est déjà un petit chiffre, même si je vous rassure, c'est que le début. Et puis surtout, bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui nous ont rejoints récemment. Et puis la deuxième raison, c'est que c'est la dernière fois que vous allez voir ce décor de misère derrière moi, parce qu'au moment où vous serez devant cette vidéo, moi je serai dans l'avion de retour pour l'Europe. Je me suis dit du coup que les 10 000 plus la fin de mon aventure ici, c'était une bonne opportunité de faire une vidéo spéciale, une vidéo un peu plus personnelle. Alors juste préciser que cette vidéo-là, je la fais pas du tout d'un point de vue du spécialiste du football argentin, que je suis pas du tout devenu durant mon année ici, je la fais vraiment d'un point de vue d'un étranger qui arrive dans le pays et qui est émerveillé par certaines choses en rapport avec le football et un peu effrayé par d'autres choses également en rapport avec le football. C'est Didier Roustan, un journaliste, qui dit qu'à chaque fois qu'il vient en Argentine, il se fixe un défi, trouver ne serait-ce qu'un chauffeur de taxi qui n'aime pas le football. Moi, en un an, ça m'est arrivé qu'une seule fois. Le premier jour, je suis monté dans un taxi à la sortie de l'aéroport, on est passé à côté du centre d'entraînement de la sélection qui est vraiment proche de l'aéroport, et là, on a commencé à parler de football. Le chauffeur, il était pour Boca, alors il m'a parlé de Maradona, de Riquelme, ensuite on a parlé de Messi. Moi, en échange, je lui racontais un peu comment les supporters de l'OM voyaient l'arrivée de Dario Benedetto, et puis ensuite on a parlé d'une autre légende marseillaise, enfin d'une légende marseillaise, Gabriel Heinze, à l'époque entraîneur de Vélez Sarsfield. Dès les premiers instants, j'ai compris que c'était pas un mythe, le football en Argentine, tout le monde en parle, c'est quelque chose d'hyper répandu. Et d'ailleurs, un petit conseil que je peux vous donner, parlez vraiment de foot avec les chauffeurs de taxi si vous allez là-bas, parce qu'ils font votre éducation footballistique, et en plus vous nouez un petit lien, un petit rapport, à la fin ils sont moins tentés de vous arnaquer. Durant ce fameux premier jour, je suis ensuite allé au restaurant, on était 8 heures avant le début du coup d'envoi d'un match de Boca, et à la télé ça parlait déjà que de ça. Ensuite, le serveur il est venu vers moi, il avait un maillot de foot, on a commencé à parler de football, et là je me suis dit ok, je crois que je suis au bon endroit. Le fait que le football il imprègne tellement la société argentine, ça s'est retrouvé dans un autre moment très drôle où c'était après que les présidentielles ils ont eu lieu, et il y avait un débat à la télé où ça débattait vraiment férocement de quelle 11 on pourrait former avec les ministres. Ok, en défense centrale, on pourrait mettre Cristina Fernandez parce qu'elle est vraiment très féroce, très pugnace, ça ferait vraiment une très bonne défenseur centrale. Le président Alberto Fernandez, très bon dans les négociations, beaucoup de liens, beaucoup de tact, on va le mettre au milieu de terrain parce que c'est vraiment quelqu'un qui est capable de connecter les lignes entre elles. En soi, ce débat, il n'a absolument aucun intérêt, mais le foot en Argentine, c'est souvent un bon prisme pour parler d'autres choses, ça permet vraiment de parler d'autres sujets. Le fait que le football soit si présent et si commun, ça fait que tout le monde est capable de te parler de football. Ça, je m'en suis rendu compte avec mon coloc qui n'aime pas ce sport-là, qui pire que ça, le méprise. Mais un jour, au détour d'une discussion, il me dit « Tu sais, tu te souviens en 2014 quand on avait cette ligne d'attaque à la Coupe du Monde composée Del Pocho, Del Pipita, Del Fideo et Del Kun ?» Et là, je m'arrête et je dis « Mais attends. Toi, t'aimes pas le football et t'es capable de me réciter les joueurs qui faisaient partie d'une ligne d'attaque par leur surnom, même pas par leur nom, par leur surnom. Ça, c'est quelque chose qui est incroyable au sujet de votre pays, c'est que vraiment le football, ça fait partie de vous. » Et il me dit « Ouais, mais tu sais que les gens qui n'aiment pas le football, on nous l'enfonce dans la gorge. Parce que dis-toi que les jours où l'Argentine, elle joue, tous les cours, ils sont annulés, suspendus, et on regarde les matchs en compagnie des profs. » Et le fait que le football soit si présent, ça fait qu'on peut, comme je dis souvent, parler dans ce pays de football avec sa mère, avec sa sœur, avec son oncle, avec son cousin, il y aura toujours quelque chose à dire. Je suis tombé sur énormément de personnes qui m'ont dit « Moi j'aime pas le foot mais je suis pour San Lorenzo, moi j'aime pas le foot mais je suis pour Independiente ». Pourquoi? Parce que c'est familial, ma famille m'a transmis cet héritage-là. Il y a même des familles où les mères sont pour Independiente et transmettent cet héritage à leurs filles, et les hommes de la famille sont pour le grand rival, Racing, et transmettent cet héritage à leurs fils. L'appartenance à ton club, c'est limite une façon de te définir. En Europe, tu serais défini par le fait que tu aimes le foot, tu es un footeux. En Argentine, on ne peut pas te définir par ça parce que presque tout le monde aime ce sport-là, alors on te défie davantage par l'appartenance à ton club. Et ça, je m'en suis rendu compte très vite, précisément le premier jour à l'université. Premier jour à l'uni, ronde de présentation et un type il sort. « Salut à tous, je m'appelle Mathias, j'ai 22 ans et je supporte Boca. » Et là, le prof il le regarde et il lui fait « Mathias,
vous êtes au courant que ce que vous venez de dire, c'est pas exactement une qualité. Vous pouvez vous imaginer quel club je supporte. Et là, Mathias, qu'est-ce qu'il lui fait? Ouais, vous supportez le club qui s'est fait reléguer en 2e division. Il a toute la classe et l'explose de rire. Déjà, j'ai trouvé très fort que tout le monde comprenne une blague liée au football. Si vous n'avez pas compris la blague, Mathias il était pour Boca, le prof pour l'éternel rival de River, et Mathias charriait le prof sur le fait que River soit descendu en D2. Mais ce qui était encore plus fort pour moi, c'est qu'on soit à l'université et que tout le monde rit à propos du football et que tout le monde ait cette référence. Et le fait que le football soit si répandu dans la société, que ce soit quelque chose de si commun, eh ben, ça fait qu'à l'université, on peut être au courant de quel prof supporte qui. C'est quelque chose d'absolument normal, vu que ça fait partie presque de la façon dont les gens se définissent. Et c'est comme ça que tous mes profs, sauf un, j'étais au courant de quelle équipe ils supportaient. Même, il y a un prof, durant l'examen, il a inclus une question à propos de son club. Du coup, dans l'examen, on a dû répondre à une question au sujet de San Lorenzo. En Europe, on peut avoir cette image du foot qui n'est pas du tout intellectuelle. Les intellectuels n'aiment pas ce sport-là, à quelques rares exceptions. Camus et Edgar Morin, c'est peut-être les plus connus. En Argentine, vraiment, c'est pas du tout le cas. Le foot est vraiment embrassé par les intellectuels et ça m'a toujours impressionné parce que quand on va dans une librairie, on retrouve une quantité de livres de football impressionnante et pas que des bibliographies ou des livres qui racontent des faits historiques, non, vraiment des poèmes en rapport avec le football. Vous pouvez lire la prose en rapport avec le football, la littérature en rapport avec le football, des histoires qui ont comme sujet le football. C'est très commun et je trouvais ça vraiment cool d'être dans un environnement où le football est bien vu par toute la société et où on ne catalogue pas les supporters de football avec dédain. Ça c'est très bien, le côté intellectuel c'est très bien, mais il y a aussi un côté du football argentin qui est très bestial. C'est peut-être le prix à payer pour tant de passion. Le fait que la passion elle soit si grande, si démesurée, le fait que 2 heures avant le début d'un Super Classico, le stade soit rempli et chante, c'était hyper impressionnant ça. Ça demande quand même que votre équipe elle fasse quasiment partie de vous. Parce que sinon, vous ne vous donnez pas autant pour votre équipe. Si votre équipe elle n'est pas si importante que ça, si c'est juste une passion parmi d'autres, vous ne donnez pas corps et âme à votre équipe. Le fait que l'identité des gens elle soit autant liée à l'équipe qui supporte, ça a quand même certaines conséquences. Déjà, c'est toujours une affirmation assez forte de soi qui est faite quand on supporte un club de football. C'est pas ok je supporte Boca, non vraiment il faut que ça soit su, il faut que ce soit démontré. Et le truc c'est que les identités footballistiques elles se construisent très souvent dans la rivalité. T'affirmes ton identité en écrasant l'identité de l'adversaire. C'est une façon de se surélever, c'est une façon de montrer que son identité elle est supérieure. Et le fait que l'identité elle se construise dans la rivalité ou même pire que ça dans une relation ami-ennemi où il faudrait vraiment anéantir l'ennemi, le faire disparaître, ça peut apporter quelques conséquences qui sont évidemment néfastes. La plus évidente, c'est évidemment la violence. Et elle peut être de tout type d'ailleurs. J'avais préparé un voyage organisé et le premier jour, l'animateur dit « Dans ce voyage, on parle pas de religion, pas de politique et pas de football. » Ça m'a un peu posé un problème, j'ai un peu contourné cette règle, mais c'était pour montrer que ça peut être un sujet conflictuel et si on peut éviter les conflits dans le voyage à cause des rivalités River Boca, Independiente Racing ou Rosario Newell's, on va éviter. Ça c'est assez gentil, c'est assez léger, mais il y a d'autres choses qui le sont moins. J'étais allé voir un match Huracan San Lorenzo, c'est un classico, un derby plutôt, et à un moment donné, quelqu'un qui me tape sur l'épaule, je me retourne et c'est une petite grand-mère toute chou, toute gentille qui me dit « Monsieur, vous avez laissé tomber votre billet. » Merci madame, vraiment c'est très gentil à vous. 2 secondes plus tard, qu'est-ce que j'entends? Arbitre, va te faire ça, espèce de grosse. Je me retourne, c'était la petite grand-mère toute gentille. Et en Argentine, c'est la première fois que j'ai vu tout un stade entier chanter on va tuer un arbitre, à mort l'arbitre, ou il y a même des arbitres qui ont leur chant personnalisé, c'est des chants complètement remplis d'insultes. Un autre match que j'étais allé voir, c'était Banfield Boca, et des gamins de 10 ans, vraiment de 10 ans, ils montaient sur les grillages derrière le gardien de Boca, qui était Esteban Andrada, et il lui crachait dessus. Et Andrada, qui est quand même le 2e gardien de la sélection argentine, qui représente quand même un peu le pays, il était plein de crachats, c'était absolument répugnant, et quand tu vois des enfants de 10 ans faire ça, tu dis que quand même il y a un peu un problème. L'Argentine, c'est un pays dans lequel chaque année il y a des morts à cause du football. C'est un pays dans lequel il a fallu interdire les déplacements des supporters visiteurs parce que ça devenait tout simplement trop dangereux. C'est un pays dans lequel les stades font office pour certains, parfois, de véritables défouloirs. Et ok, ça c'est le cas également dans d'autres nations, mais ce que je peux dire d'un point de vue personnel, c'est que les choses que j'ai entendues dans les stades argentins, je les ai entendues nulle part ailleurs. On atteint parfois un degré de violence verbale qui est extrême et innécessaire.
La société argentine, c'est une société qui est en crise. La crise économique, elle est terrible. L'inflation, elle augmente chaque mois. Et un peu en blaguant, mais c'est pas tant une blague que ça, les Argentins ils disent qu'ils sont en crise depuis le jour où ils sont nés. Et certains sociologues ont tenté d'expliquer l'état du football argentin par l'état de la société argentine. Leur thèse, c'est de dire que ça fait à peu près 30 ans qu'on ne peut plus faire confiance aux institutions traditionnelles de référence. On ne peut plus s'identifier à elles et du coup, pour compenser, on s'identifie davantage à d'autres institutions et les clubs de football font partie de ces institutions-là. C'est comme si, à défaut de pouvoir s'identifier à un parti politique, on s'identifie à son club de football et on s'identifie avec plus de force qu'avant à son club de football. Alors c'est vrai que le phénomène de la violence en Argentine dans le football, il n'est pas à la hausse, mais l'état dans lequel le football argentin est aujourd'hui, il pourrait s'expliquer par ce phénomène de désidentification qui s'est produit il y a à peu près 30 ans de cela. Une autre chose qui m'a marqué, c'est les terrains et les stades. Moi, je jouais dans l'équipe d'une bonne uni de Buenos Aires, une uni assez prestigieuse, et le premier jour, je me rends à l'entraînement. Déjà, tu fais 1 heure de bus, et après 1 heure, tu arrives en face d'un terrain, et il n'y a pas d'herbe, il n'y a que de la terre. Ça soulève une poussière incroyable, ça met vraiment ta technique à rude épreuve parce que le ballon rebondit dans tous les sens, quand tu tombes, ça fait hyper mal, et quand il pleut, c'est boueux. Tu sors de l'entraînement, tu es complètement sale, il n'y a pas de vestiaire, du coup il n'y a pas de douche et tu refais 1 heure de bus pour rentrer chez toi. Au début j'étais un peu dégoûté, c'est vrai, mais ensuite j'ai réfléchi 2 secondes et je me suis dit bon, on a un ballon, un terrain, il y a des coéquipiers, au final si tu aimes vraiment le foot, qu'est-ce que tu veux demander de plus? Il n'y a rien besoin de plus. En tout cas ça permet de comprendre comment certains joueurs argentins se sont formés sur ces fameux potreros, ces terrains vagues qui pour le coup vraiment forgent la technique. Et puis enfin, comment ne pas mentionner ce fameux débat Menotti contre Bilardo. L'esthétisme, le lyrisme contre le pragmatisme, la manière contre la gagne à tout prix. Ce qui se joue là, c'est pas seulement un débat footballistique, c'est un débat entre presque 2 conceptions de la vie. Et à ce sujet, au sujet de ce débat, j'ai rencontré un Argentin qui s'appelait Mariano et le premier jour où je l'ai rencontré, il a passé 1 heure à me parler de Bilardo et à tenter de me démontrer la supériorité intellectuelle et morale du bilardisme sur le ménotisme. J'ai fait un thread sur Twitter où il y a plein d'anecdotes très drôles et cette discussion est très marrante, je vous laisserai le lien en description. Et un jour je contacte Mariano pour savoir s'il peut me trouver 2 billets pour aller voir son équipe Racing. Il me dit ok, pas de problème, dis-moi juste où tu étais situé dans le stade la dernière fois que tu as vu Racing jouer. Je lui dis j'étais situé derrière le but local. Il me dit ok, quel a été le résultat ce jour-là? Ah bah ce jour-là vous avez sorti un vieux 0-0. Ouf, il faut absolument que je te change de place alors, absolument, absolument. Je dis ok Mariano, t'es un peu superstitieux. Il fait non, je suis pas superstitieux. C'est juste que là, on nous a mis un entraîneur ménotiste sur le banc et c'est la catastrophe. J'ai absolument pas confiance, il faut que je fasse tout ce qui est en mon pouvoir pour aider mon équipe à gagner. Et ok, si ça requiert d'être superstitieux, si ça requiert de pratiquer la cabale, je vais le faire parce que là vraiment, je suis désespéré. Voilà, c'est la fin de cette vidéo où j'ai tenté de raconter le football argentin au travers d'anecdotes que j'ai vécues ici. J'ai encore plein d'anecdotes, mais on va pas s'étendre indéfiniment. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner si c'est pas déjà le cas. Et nous, on se retrouve comme d'habitude dans une semaine, dimanche 10 h dans un nouveau décor. D'ici là, portez-vous bien. Allez, à toutes!